d'octobre. Et octobre, c'est le mois du consommant local. Et puis, c'est le mois du consommant burkinabé, tout simplement, au Burkina Faso. Et pour ce mois-là, nous recevons aujourd'hui le réseau Slow Food Burkina qui vise justement à ce qu'on puisse consommer des produits bio, des produits made in Burkina Faso. Avec ce réseau, on va parler de la Journée mondiale de l'alimentation, mais également donc de ce mois du consommant local. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Plus tard également, on parlera de formation en crypto-monnaie avec notre conférencier, notre écrivain, monsieur Amidou Zonga, qui sera là pour nous parler de sa prochaine formation sur cette technologie-là. Et puis, avant tout ça, vous aurez Alphonse Ouedraogo qui sera là pour partager l'actualité avec nous. Et c'est à travers la rubrique la revue de presse justement. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Nous sommes ravis d'accueillir Joël Ahmed Compaoré aujourd'hui à la réalisation. Merci, accompagné bien sûr de Joseph Kabouré au son. Merci à toute l'équipe. Pour la rubrique à la découverte 2, on part tout de suite. Et mais ce mois d'octobre, on a décidé de faire un clin d'œil à la place de la nation de Ouagadougou à travers bien sûr la rubrique à la découverte 2. Et on part tout de suite maintenant pour découvrir encore cette place de la nation là à travers le témoignage de M. Mousbila Sankara qui lui-même était ambassadeur sous la Révolution et qui connaît bien sûr l'histoire de cette place de la nation de Ouagadougou. Et pour lui, ça reste place de la Révolution vu que c'est la Révolution, la période de la Révolution qui l'a le plus marqué. On regarde, on écoute attentivement le témoignage et on revient. Je m'appelle Sankara Mousbila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme plat de la nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi j'ai venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou, on l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la nation là, c'est le Rakodro qui était entre la maison du Monaba, localisée dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakodro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakodro là, et derrière juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires. Les grandes prières de Tabaski et de Ramadan
Et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakudro, mais l'administration ou en tout cas le colonialisme appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, c'était, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé au Codoran, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et sur la place, à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis celui de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place de la Nation, place d'armes et puis le Koudro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Koudro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Nous recevons aujourd'hui Alphonse Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Madame Nikima. Bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les différents titres. Tout à fait. Je commence avec le journal Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin. Sécurisation du territoire. Plus de 800 VDP prêts à relever le défi. Lutte contre l'incivisme en milieu scolaire. Un débit de boisson frélaté fréquenté par des élèves fermés à Sissin, nous rapporte donc le journal. Infrastructure routière et ferroviaire du Burkina Faso, le ministre Adama Luc Sorgo expose la stratégie gouvernementale face aux défis climatiques, écrit donc le journal Le Quotidien. Doctoral session 2024, une vingtaine de doctorats appelés à présenter leurs travaux de recherche. C'est un autre titre du journal Le Quotidien. Le journal Le Pays, à sa une, ce matin, on peut lire Julien N. Legma, lieutenant de police, chef du service collaboration policière de la BCLCC, déclare « Chacun doit travailler à être net sur Internet ». C'est donc des conseils qu'il donne et c'est à lire à la page 2 du journal. Infrastructure routière au Burkina Faso, 67% des pistes rurales sont en mauvais état, déclare donc le ministre Adama Luc Sorgo.
Et toujours dans ce quotidien, on peut lire Révélation, droits de l'homme, la situation de Burkina examinée aujourd'hui à Nairobi, écrit le journal Accord Cannes 2029, une première candidature déjà annoncée, écrit le journal Le Pays. Le journal Citoyen à sa une ce matin nous apprend ceci. Dégradation des infrastructures routières et ferroviaires, le ministre Sorgo éclaire la lanterne des députés et c'est à lire à la page 5 du journal. Promotion des arts vivants en Afrique, des pistes d'action pour une meilleure adhésion des États. Espace AES, les généraux des forces armées maliennes promus portent désormais leur galon, écrit le journal. Sculpture sur granit de Lango, des artistes libèrent leur génie créateur, rapporte donc Sidoya. Soutien aux forces combattantes, les éditions Sidoya offrent des médicaments, c'est-à-dire à la page 13. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, nous apprend ce matin. Transport de marchandises dans le mois, l'ONACER sensibilise transporteurs et conducteurs à Bobo. CAO 2024, satisfait du ministre Sherpoda à quelques jours de l'ouverture. Coup d'appel de Bobo Dioulasso, le premier président et le procureur général ont été installés, écrit l'Express du Faso. Dégradation des infrastructures routières, le ministre Sorgo s'explique devant les parlementaires et c'est à lire page 11. Dans sa rubrique Autant le dit, le journal écrit: si on sollicite les chefs coutumiers et religieux, il faut les écouter, c'est à dire à la page 2. Le journal L'Observateur parlera, ce pluvieux quotidien privé de la place à sa une ce matin, écrit: Ponts et routes endommagées, le ministre des Infrastructures défend ses chantiers à l'ALT et c'est à lire à la page 2 du journal. Guéguerre dans la Ouma, vivement la paix des minarets, c'est donc à lire dans les humeurs de Barry à la page 5. Lutte contre la criminalité urbaine, 3 réseaux de présumés malfrats démantelés, écrit le journal. Tournant IFOAB U20, les éléphantaux dominent les talons juniors, c'est-à-dire à la page 16. Guibo, Médecins sans frontières, suspend temporairement ses activités, c'est-à-dire à la page 15 du journal. Terminons avec le journal Aujourd'hui Faso. Aujourd'hui Faso affiche ce matin une interview donc de Blaise Ien de Sia, un soutien inconditionnel du président IB qui déclare: même s'il faut manger des cailloux, nous allons le faire pour le soutenir. Le MPS en solitaire aux élections du 29 décembre au Tchad. Mahama Déby veut tout le pouvoir, écrit le journal à la page 6. Défense de la patrie, plus de 800 VDP prêts à relever les défis sécuritaires. Coopération Burkina-Chine, une centaine de jeunes outillés sur la technique Genkao, c'est un autre titre du journal. Dégâts causés par les précipitations, le ministre Sorgo interpellé à l'ALT, c'est-à-dire à la page 5 du journal. Transport maritime, les autorités du port autonome de Lomé sur le ministre Émile Zerbo, écrit le journal, qui termine en écrivant: sommet des BRICS en Russie, Poutine compte aussi ses amis africains, c'est-à-dire à la page 4. Merci bien pour la lecture de ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et on débute par le Burkina Faso, bien sûr. Le ministre Sorgo a procédé à éclairer du moins la lanterne des députés et sur la dégradation des infrastructures routières. Tout à fait, c'est une explication qui fait suite donc à une question orale posée donc par le député Ali Badra Ouedraogo, qui est l'auteur donc de la question, et en réponse le ministre des Infrastructures Adama Luc Sorgo s'est présenté devant les députés. Il a fait d'abord un diagnostic de notre état, notre réseau routier, que ce soit réseau routier ferroviaire. Il a présenté la situation en disant que le Burkina Faso jusqu'aujourd'hui
respectent donc les normes internationales prescrites donc en termes de construction des routes. Et sur cette question, il faut préciser que d'abord, pour procéder à la construction d'une route au bitumage, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait donc réunir, comme par exemple les études techniques de faisabilité qui doivent être comme un guide et qui doivent vraiment respecter toutes les normes requises. Et ce travail, jusqu'ici, le Burkina Faso respecte cela. Il arrive que des zones soient vraiment dans des soucis. Ça peut être l'érosion qui fait que le sable bouge jusqu'à créer donc l'ensablement dans certaines retenues d'eau. Il faut tenir compte de tout cela. Il faut tenir compte aussi de la pluviométrie au niveau de la zone d'il y a 50 ans. Et de telle sorte que si on construit donc la route, que cette infrastructure-là reste durable, que ça ne soit pas vraiment affecté par le phénomène du changement climatique, ce qui peut amener des précipitations, ça peut amener à la destruction donc de l'infrastructure. Donc le ministre ayant donc présenté tous ces aspects, a reconnu que effectivement cette année, l'année 2024, à l'ouest du Burkina, malheureusement, il y a eu ces cas exceptionnels. La pluviométrie était à une quantité importante et ça a mené donc la destruction des infrastructures routières. Et cela étant donc un fait, le gouvernement s'est attelé à réparer de façon provisoire pour que le trafic routier puisse reprendre le temps que après la saison des pluies, on puisse vraiment procéder à la finition de ces travaux pour avoir vraiment des infrastructures qui répondent aux normes et qui puissent s'adapter face donc à la situation. L'autre chose, il a souligné que le gouvernement a entamé dès lors la construction de certains ouvrages pour en tout cas pour contenir la quantité d'eau parce que c'est de ça aussi qu'il est question. J'ai plusieurs fois expliqué que quand vous prenez le barrage de Samadeni qui se remplit très rapidement après 3 ou 4 pluies, mais tout le reste de l'eau reverse donc au niveau des habitations, il bloque donc, submerge les ponts, et ça, lorsque il y a une grande pluie, l'eau qui passe avec une pression, ça fait que ça débouche donc sur la destruction des infrastructures. Ça peut être des ponts qui soient donc détruits, ça peut être la voie, le trafic routier coupé, ça peut être des maisons tombées. Tout cela, il faut dire que le gouvernement va s'atteler donc à créer beaucoup de retenues d'eau et à construire des barrages qui puissent vraiment contenir cette quantité d'eau importante, de sorte que on n'assiste plus à ce qui s'est passé comme cette année. Bien sûr, cette année quand même, c'était... Oui, c'était extraordinaire. C'est ça. Oui. On espère bien. Alors, parlons du deuxième sujet. Un début de boisson frélatée fréquenté par les élèves a été démantelé. Malheureusement, détruit, on va dire. Oui, malheureusement, ça s'est passé dans le quartier dans lequel nous sommes assistés ici. C'est ça en fait. Il faut dire mais tant mieux si on a découvert et fermé. Oui, bon. Si on a découvert et fermé. D'abord, il faut saluer la collaboration de la population, parce que la police a été donc alertée par les riverains, la population, parce que avec ce qui se passait, ce n'est pas bien pour le civisme. Quand on lutte contre l'incivisme en milieu scolaire, je pense que il faut lutter contre les causes, ce qui crée, ce qui amène donc l'incivisme. Et ça passe par la consommation des boissons frélatées, que je ne vais pas nommer, voilà, mais qui des boissons qui ont une quantité, qui ont un taux d'alcool très élevé, prisé aujourd'hui par la jeunesse, prisé aujourd'hui par les jeunes, les élèves, à tel enseigne que lorsque vous consommez donc ces boissons, il est difficile pour vous de retrouver votre esprit, d'être en mesure de suivre un cours, d'être tranquille. Donc, ça peut amener à la perturbation
des cours au niveau des classes. Et c'est ça qui amène les élèves souvent à se comporter de façon incivique, à frapper des professeurs, des enseignants. Je pense que c'est pour couper court toutes ces choses-là que les riverains ont donc alerté la police très rapidement, qui est arrivé, qui a donc procédé à la fermeture du lieu. Bien entendu, la police a mis en fourrière des motos de certains élèves qui étaient venus pour consommer. Je pense que la police même a félicité les riverains. Et cet exemple doit se propager un peu partout. Il faudrait que au niveau des quartiers, des débits de boissons, surtout ces boissons bien indiquées, qui sont installés autour de certains établissements, il faudrait donc passer l'information à la police pour qu'elle fasse son travail. Et c'est ensemble qu'on peut vraiment arriver à éradiquer donc ce phénomène-là. Parce que, admettons un élève qui consomme donc ces boissons-là, peut-être deux canettes, 3 canettes, vous imaginez ce qu'il peut faire. C'est grave, mais on a vu le cas malheureux de la jeune serveuse là. Oui, dans le sud-ouest. Voilà, et qui en est décédée après la consommation d'une forte dose de ces boissons-là. Tout à fait. Donc il y a tous ces risques. D'abord, l'élève il peut mourir après avoir consommé. Ils peuvent se mettre dans l'attitude de braquer des gens. Ils peuvent perturber les cours à l'école. Ils peuvent tout faire, que ce soit à l'école ou à la maison. Ou en ville. C'est pour cela que je pense que le concours de tout un chacun est demandé. Bravo à la police et à la population. Tout à fait. Et comme Alphonse l'a dit, on vous invite à dénoncer parce que ils sont toujours voisins de quelqu'un, ces débuts de boisson-là. Et si les voisins même commencent d'abord à dénoncer, je pense que peu à peu, on va vraiment fermer ces débuts de boisson à côté des écoles. Et voilà. Merci bien. On passe au troisième sujet. Médecins sans frontières suspend temporairement ses activités à Djibo. Oui, ça c'est un fait. Et je pense que c'est Médecins sans frontières qui a donc publié un communiqué pour effectivement annoncer que elle suspendait temporairement ses activités au niveau de Djibo. On se rappelle qu'il y a quelques jours, Médecins sans frontières a fait sortir des communiqués pour annoncer la disparition de certains de ses agents. Voilà. Je crois que ça vaut au moins 2 personnes. Pour le cas du Djibo, je pense qu'il y a eu mort d'homme. Un agent donc, de Médecins sans frontières. Vous savez que ce sont des humanitaires. Et ils travaillent dans des zones à risque. C'est difficile de pouvoir déterminer les circonstances de ce qui s'est passé. N'empêche, ce communiqué vise donc à dire que il est difficile aujourd'hui pour Médecins sans frontières de pouvoir travailler, faire des va-et-vient au niveau donc de cette partie du Burkina. Et c'est pour cela que ce communiqué annonce donc la suspension des activités. On comprend parce que ces humanitaires, ces ONG-là, sont accusés à tort ou à raison d'être ces ONG qui apportent assistance à des personnes, souvent des ennemis même de la nation. Parce que ils ont mis la question humanitaire en avant. Donc, il arrive que leurs efforts vont donc à l'endroit de toutes les personnes, que ce soit vraiment des terroristes ou des personnes qui sont dans ces zones-là, des suspects, parce que l'idée, l'esprit, c'est d'apporter assistance aux personnes. Et ça, il n'y a pas de distinction. Donc, les accusations tombent à tout moment, mais je pense que peut-être que, comme on parle de suspension temporaire, peut-être que ça serait même l'arrêt de leurs activités au niveau donc de cette partie du Burkina. C'est une zone à risque. Les gens n'arrivent même pas à comprendre comment ils arrivent même à opérer au niveau donc de cette zone-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement au niveau des autorités militaires? On ne comprend pas. Parce qu'il ne peut pas quand même pouvoir travailler dans cette zone-là sans une assistance en termes de sécurité. Mais s'ils viennent à suspendre temporairement leurs activités, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, soit la collaboration n'est plus franche, ou soit les autorités ont eu en tout cas des éléments de preuve contre ces personnes-là
dans les zones où Médecins sans frontières intervient. Et cela amène donc Médecins sans frontières à suspendre temporairement ses activités au niveau donc de la ville, au niveau donc de la zone de Guibo. C'est malheureux, mais je pense que souvent il le faut pour le bien de tout le monde. On termine par cette information. Les autorités du port autonome de Lomé qui séjournent au niveau donc du Burkina. Oui, ces autorités avec à sa tête le secrétaire général Maurice Combaté, elles ont rencontré le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, également en charge de la mobilité urbaine, c'est le ministre Émile Zerbo. Au cours donc de ces échanges, les autorités du port autonome de Lomé ont salué la bonne collaboration qu'il y a entre Burkina Faso et puis les autorités du port autonome de Lomé. Il y a vraiment une bonne complicité. Les opérateurs économiques burkinabés ont choisi donc le port autonome de Lomé, en tout cas comme le port par lequel ils font vraiment leurs affaires, ils font le transit. Donc ces autorités ont salué vraiment ce choix-là. Et après donc cette audience accordée par le ministre le lundi dernier, ces autorités du port autonome de Lomé ont annoncé une rencontre avec les opérateurs économiques burkinabés, le temps vraiment de discuter sur beaucoup de sujets, notamment connaître les problèmes qu'il y a, que ces opérateurs économiques burkinabés rencontrent au niveau du port autonome de Lomé. En tout cas, si on a la possibilité de résoudre, je pense que c'est l'argument qui est mis en avant. Et c'est tant mieux parce que les problèmes, forcément, il y en a. Mais si malgré tout, les opérateurs économiques burkinabés ont choisi donc le port autonome de Lomé pour en tout cas faire leurs affaires, ça veut dire que c'est le port qui est le mieux indiqué. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a ce débrayage qu'il y a au niveau du port de Cotonou, avec cette histoire la CEDEAO, avec la posture que le président Patrice Talon a eue. Ça a mené un climat délétère entre le Bénin et puis le Niger. Et pratiquement beaucoup d'opérateurs économiques nigériens aujourd'hui ne font plus leurs affaires au niveau du port autonome de Cotonou. Donc, il y a des camions qui sont garés, les gens ont déserté. Aujourd'hui, il faut le dire que Patrice Talon paye aujourd'hui le prix cash de ce qu'il a eu comme attitude quand il a été question de sanctionner les pays de l'AES. L'attitude qu'il a eue, c'est ce qu'il est en train de payer aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait normal que le port autonome de Lomé, qui est aujourd'hui chéri par beaucoup de pays, surtout les pays du Sahel, soit reconnaissant, que les autorités viennent saluer et demander en tout cas la continuité, que cette collaboration existe et perdure. Donc, c'est de bonne guerre. Voilà. Merci bien. Merci bien. Pour ces analyses. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. Recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Jean-Marie Koualga. Il est le coordonnateur national du réseau Slow Food Burkina. Bonjour à vous, Monsieur Koualga. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Nous sommes également sur ce plateau avec Monsieur Moumouni Cabré. Monsieur Moumouni Cabré est porte-parole communal des jardins Slow Food de Yako et membre du comité de gestion et de réflexion de la banque de semences. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour notamment nous parler de Slow Food Burkina. Donc, merci, on découvre d'abord notamment ce que fait Slow Food Burkina. Déjà, Monsieur Koualga, avec vous, qu'est-ce que ce réseau fait et comment ce réseau est organisé? D'accord. Merci beaucoup, madame. Bonjour en tout cas à Savane et merci de nous recevoir. Bonjour également aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement. Oui. En tout cas, on a toujours du plaisir à nous retrouver à Savane TV. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes là aujourd'hui au nom de Slow Food Burkina. Et donc, Slow Food, c'est un réseau mondial, c'est une fondation, mais surtout un réseau mondial qui est éco-gastronomique, non lucratif, et donc qui milite pour la protection de la biodiversité biologique et culturelle dans le monde. Et donc,
C'est un réseau qui est présent dans plus de 160 pays dans le monde. Oui. Et donc, il est né dans les années 89. Et son rôle, c'est vraiment de promouvoir une bonne alimentation que nous appelons bonne, propre et juste. Voilà. Et donc... et c'est un réseau qui existe au Burkina et dans d'autres pays. Oui, et Slow Food, effectivement, est né en 89. Au niveau du Burkina, le réseau est arrivé ici en 2004, parce qu'il y a eu la première édition de Terra Madre, qui est l'événement mondial qui a lieu tous les 2 ans en Italie, à Turin. Donc, à l'occasion, il y a des délégations qui ont participé. Et donc, à partir de 2004, donc, l'édition a lieu tous les 2 ans et les délégations qui participent. Mais il faut dire que c'est autour de l'année 2011, avec un programme phare que Slow Food a institué, qu'on appelle le programme Jardin Potager Afrique, que en tout cas le réseau a pris son envol au niveau du Burkina, avec beaucoup de jardins scolaires et communautaires et même familiaux que nous avons eu à créer. Parlons de jardin et je donne la parole à Monsieur Cabri pour commencer, pour poursuivre du moins. Je rappelle que vous êtes porte-parole communal des jardins Slow Food de Yako. C'est quoi en fait les jardins Slow Food? Ok, merci madame. Alors les jardins Slow Food, c'est des jardins qui se distinguent des autres jardins par sa façon de faire. Alors le coordonnateur a parlé tout de suite du bon, propre et juste en matière d'alimentation. Alors donc l'objectif de ces jardins, c'est de produire des aliments propres et justes. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous produisez concrètement au niveau des jardins Slow Food? Ok, merci. Dans les jardins Slow Food, nous produisons les produits locaux. Et cette production est faite de façon biologique, pour dire sans produits chimiques. Donc le bio. Le bio. Donc on peut le trouver quoi? De la tomate bio? Et oui, tomate bio. Oui, mais c'est que notre objectif est focalisé sur les produits locaux. Genre Kenebedo, Boulevaka, Barumbourou, et les longo, les épinards. Voilà. Mais bon, on ajoute souvent les tomates, mais nous mettons l'accent sur les produits locaux. Voilà. Nous-mêmes nos produits. Voilà. Alors, oui, pour ajouter? Oui, pour appuyer ce que Cabri a dit, effectivement. Voilà, nous mettons l'accent sur, quand on dit bio, bon, nous, ce n'est pas le terme que nous utilisons généralement. Nous, on dit bon, propre et juste. Bon, propre et juste. Voilà. Bon, parce que pour nous, voilà. Parce que pour nous, c'est des concepts, c'est 3 concepts qui véhiculent beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Pour nous, le jardin Slow Food a l'objectif de préserver la biodiversité biologique et culturelle locale. Donc ça veut dire, comme Cabri l'a si bien dit, ça veut dire que la production dans les jardins doit mettre l'accent sur les variétés locales qui sont typiques du territoire et parfois même qui sont en disparition, qu'on essaie de récupérer. Et c'est ce qui fait que la différence entre les jardins food et les autres jardins. Parce que son rôle, c'est de contribuer à préserver la biodiversité locale. Donc c'est ce qui fait un peu la différence. Donc quand il parlait de Kenebedo, de Boulevaka, de ces variétés qui sont locales, tant que vous voyez ça dans nos jardins, c'est vraiment un jardin qui a le reflet de Slow Food. Alors ça c'est donc la particularité en fait des jardins Slow Food au niveau du Burkina. Maintenant vous avez aujourd'hui un projet aussi concernant les jardins Slow Food. Parlez-nous de ce projet. Oui, c'est vrai, comme je l'ai dit, nous sommes là dans le cadre donc, effectivement du mois de consommer local. C'est ça. Mais aussi de la journée mondiale de l'alimentation qui a lieu le 16 octobre. Et donc Slow Food étant donc un mouvement engagé depuis plus de 3 décennies sur la question de l'alimentation. Quand nous voyons des initiatives comme ça, ça nous encourage de voir le consommer local, comme je viens de le dire. C'est des choses qui nous font beaucoup plaisir. Et donc nous avons décidé aussi de faire cette émission pour marquer en fait notre façon d'agir aussi sur le terrain qui contribue à répondre à ces visions-là. Vous savez, cette année-là, le thème de la journée mondiale de l'alimentation, c'est... comment on appelle ça, nous avons des thèmes qui nous invitent à avoir le droit à l'alimentation pour avoir une vie meilleure et un avenir meilleur. Donc pour nous, c'est un thème très pertinent pour nous. Maintenant, le droit à l'alimentation pour nous, c'est vraiment plutôt le droit à ce que l'individu et la communauté possèdent son alimentation. Ce n'est pas le droit de pouvoir distribuer la nourriture aux gens, mais c'est de permettre aux gens de s'approprier leur nourriture, d'être maître, de posséder le droit d'avoir leur alimentation qui répond à leur milieu. Donc pour nous, nous pensons que ce thème rejoint au consommer local. C'est pourquoi, en fait, Slow Food, nous avons développé actuellement
un petit projet que nous mettons en place qui s'appelle le projet pilote de renforcement des banques de semences communautaires et de biodiversité que nous avons lancé dans 8 localités du Burkina. Rapidement, Waïbia, Legmoin, Kongoussi, Yako, Koubri, Samba, Ouagadougou et Kortimoro. Quand vous parlez de renforcement des semences, oui, des banques de semences. Des banques de semences, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Voilà, ça veut dire que nous, comme on le disait, les arbres de food doivent refléter la biodiversité locale. Mais c'est trouve parfois que effectivement vous pouvez avoir les jardins slow food dans une école ou avec une communauté, mais pour avoir les semences locales, c'est difficile. Donc, le problème c'est des semences parfois qui sont des variétés qui sont en disparition, pour les avoir c'est difficile. Donc nous avons décidé de développer une dynamique locale. Quand nous disons banque, ce n'est pas des bâtiments construits, mais c'est plutôt qu'il y ait des dynamiques locales avec des personnes engagées qui puissent permettre d'aller à la collecte et à la mobilisation de ces semences au sein des communautés pour nourrir les jardins, de sorte à ce que des jardins, ça contribue jusqu'à l'assiette, comme on le dit. D'accord, voilà. Parce que s'il faut tout le temps revenir peut-être en ville pour chercher les semences et tout. Et vous savez aujourd'hui que sur le terrain, il y a beaucoup de choses. Si vous partez sur le terrain, le marché, vous n'êtes pas sûr d'avoir des semences locales. Soit c'est OGM, soit c'est hybride, soit il y a toutes sortes de mélanges. Donc nous voulons nous baser sur les semences locales et qui devraient être produites par nos jardins eux-mêmes. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Cabré? Pas trop, mais c'était juste pour dire que quand on va au marché pour payer la semence, comme il l'a souligné, vous n'êtes pas sûr que c'est là. Par exemple, vous partez pour payer de la semence d'oseille et vous vous retrouvez après avec des bissap. Parce que les graines se ressemblent. Maintenant, si on dispose soi-même sa propre banque, alors comme nos grands-mères qui le faisaient dans le temps, ils savent que dans telle charge, telle semence, il te lève et puis il fait ta production. Au niveau de Yako, des jardins de slow food à Yako, vous, par exemple, vos jardins se retrouvent où? Dans des écoles ou au sein d'associations et autres? Ok, merci madame. Alors, au niveau de Yako, nous avons des jardins scolaires. Les jardins scolaires, ça c'est au niveau des écoles. Nous avons également des jardins communautaires. Là, c'est des jardins souvent détenus par des associations, ou bien des individus qui épousent, des groupements qui épousent les philosophies de slow food. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez votre banque de semences bien établie au niveau de Yako? Oui, madame. Et je vous ajoute que la banque est gérée par 3 personnes. Il y a moi-même et j'ai une collègue, la personne de Tagbelgam Nades. Assez fourni, hein, la banque de semences là. Comme c'est une phase pilote, mais on peut dire qu'en tout cas, on peut rendre satisfaction à qui veut la visiter. D'accord. Voilà. Mais généralement, comment vous faites pour avoir en fait cette biodiversité là des semences et des semences bio? Est-ce que à la base, avec l'accompagnement donc du bureau national, vous partez à l'achat au niveau donc des lieux bien indiqués pour les semences bio, ou à partir de vos jardins vous récoltez les semences bio? Ok, merci madame. Bon, je vous précise que je suis né au village. Donc, vous avez même. Voilà, donc je fais toujours recours aux mamans, aux papas. Il y a des personnes qui sont toujours attachées à cette biodiversité locale. Voilà, on connaît ces personnes-là, donc nous partons souvent vers elles pour avoir certaines semences. Et entre nous aussi, collègues, il y a des échanges au niveau des jardins, donc ce qui nous permet vraiment de varier les semences au niveau de notre banque. Moi ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est que je voulais ajouter, vous savez, nous avons initié cela, Dieu merci, avec l'accompagnement de l'Alliance internationale Biodiversity et CIAT, qui est en Rome et qui accompagne aussi pour la préservation de la biodiversité. Alors, donc, comme on l'a dit, notre objectif, c'est de préserver ce qui disparaît. Donc, l'objectif de ces banques-là, c'est de mettre la priorité, comme il a si bien dit ici, la mobilisation communautaire. Voilà pourquoi nous avons des banques de semences communautaires et de biodiversité. Parce que la semence, ce n'est pas seulement pour aller semer, mais la semence, parfois, fait une reconnaissance à certaines personnes, généralement qu'on appelle les gardiens sémenciers, qui sont au sein de la communauté et qu'on connaît et qu'on respecte pour ça. Donc, communautairement, il y a un statut qui respecte aussi. Donc, notre objectif, c'est d'aller vers ces personnes-là pour les valoriser. Il y a la semence, mais il y a tout le savoir qui entoure. Il y a toute la culture qui entoure. Donc, aller vers ces semences-là, c'est aider ces personnes à être valorisées davantage et, comme on l'a dit, contribuer aussi à ce que le consommé local et le droit à l'alimentation puissent être assurés.
Vous avez dit qu'à partir de vos jardins, l'idée aussi c'est que quand même au niveau de l'assiette, on ait des produits bons, propres et justes. Voilà, pour le terme. C'est ça. Est-ce qu'au niveau des jardins scolaires et communautaires, après, qu'est-ce que vous faites des fruits de jardin? C'est ça. Je donne la parole à M. Cabré. Ok, merci. Alors, il faut ajouter que, comme par moment, les superficies ne sont pas trop grandes, l'objectif premier, c'est l'éducation des enfants. Et aussi, certains fruits par moment, nous faisons des repas communautaires. Des repas communautaires, par moment avec les enfants, avec la communauté éducative. Et voilà. Et donc, la philosophie prend de l'ampleur. Le but, c'est vraiment la formation. Ce n'est pas forcément de récolter une grande quantité pour partager à tous les ménages. C'est la formation et indiquer voici ce qui est bien pour vous. Alors, on parlait notamment de la journée mondiale de l'alimentation, donc célébrée le 16 octobre dernier. Vous avez dit que c'est une journée importante pour vous, le réseau Slow Food de Burkina. Est-ce que pour cette année, vous avez marqué la journée par une activité? Merci. Bon, comme on l'a dit, c'est vraiment une journée mondiale, donc qui concerne tout le monde. Donc, Slow Food aussi accueille la journée comme les autres. Et donc, je peux dire que la présente émission que nous faisons, c'est une activité qui rentre en ligne de compte donc, de cette journée. Et nous avons aussi une communauté Slow Food qui ont organisé des dégustations, en tout cas pour montrer un peu la valorisation des mets locaux, voilà, qui puisse aussi permettre de comprendre que le droit à l'alimentation passe d'abord par le droit à la souveraineté alimentaire, le droit à être maître de notre alimentation, à valoriser nos mets locaux, nos produits locaux. Donc notre message actuellement c'est ça. Et pour comme activité, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour ça. Et puis on sait qu'il y a notamment ce projet donc, des banques de séance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et dans les différentes localités que j'ai citées, nous aurons dans l'avenir des activités à organiser dans chaque localité pour faire connaître ces banques et comme Gabriel le disait tantôt, et faire intéresser tous ceux qui sont intéressés à pouvoir s'approvisionner au niveau de nos banques sont les bienvenus. Et ceux-là aussi qui ont des semences qui sont rares, qui sont vraiment en voie de disparition, qu'ils veulent promouvoir, en tout cas qu'ils veulent nous aider à connaître et à accompagner pour promouvoir, ils sont les bienvenus dans nos banques pour que nous puissions recevoir ces semences-là et contribuer ensemble à les valoriser. Voilà, pour le bien de nos communautés. Est-ce qu'avec la Journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque 16 octobre, on sent de l'impact sur peut-être la prise de conscience des Burkinabés mieux s'alimenter peut-être? Oui, c'est ça. Il faut dire que le constat est que de plus en plus, les populations se méfient un peu de l'alimentation. D'accord. Parce qu'on constate de plus en plus des maladies, beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Et surtout au Burkina, nous avons en tout cas le constat que les produits locaux sont en train d'être reconsidérés. C'est vrai que nous avons un contexte politique qui favorise cela. Avec le mois du consommation local. Voilà. Et donc, au niveau de l'UEMOA, le mois de consommation local a été institué depuis 2019. Je crois que ça a été sous l'impulsion comme du Burkina Faso, il faut le reconnaître. Et donc, ça veut dire quand même qu'à quelque part, on sent que ça prend. Mais c'est vrai que quand on part dans les différents pays, on n'a pas les mêmes niveaux de considération. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme pour nous on le dit, le fait d'instituer une journée, un mois de consommer local et une journée de l'alimentation, c'est excellent. Parce que ça amène l'avantage de permettre à chacun d'être informé et de dire, mais écoute, pourquoi on dit ça? Et ça interroge, et chaque individu, chaque communauté devrait se les approprier et voir en quoi ça peut être utile pour elle. Donc c'est l'objectif de nos échanges comme ça, pour amener les gens à savoir effectivement que l'alimentation, vous savez, chez nous à Slow Food, nous mettons l'accent très particulier sur l'alimentation. Parce que Slow Food veut dire nourriture lente. Et quand Slow Food naissait, l'objectif c'était de dire, on peut s'amuser avec tout, mais on ne doit pas s'amuser avec l'alimentation. Parce qu'elle a la base de notre vie. Voilà, elle a la base de notre vie. Et quand vous partez au village, généralement, vous allez voir, c'est là-bas qu'on peut comprendre la place de l'alimentation. On ne mange pas au hasard. On ne joue pas avec la nourriture. On ne joue pas avec la nourriture, madame. Vous voyez, ça saute déjà dans la tête. C'est-à-dire que vous avez reçu ça à l'enfance et ça saute. On ne s'amuse pas avec la nourriture. Mais en ville, vous regardez que les gens s'amusent avec la nourriture. Mais au village, vous allez vous asseoir avec tous les soins qu'il faut pour s'occuper de la nourriture. Donc Slow Food a interpellé depuis les années 80 pour dire, bon, on peut s'amuser avec tout ce qu'il y a, mais il faut qu'on évite de s'amuser avec la nourriture, parce qu'elle a la base de tout.
Et voilà pourquoi Slow Food dit il faut éviter ce que nous allons faire fast life, et c'est la vitesse, et on galvaude la nourriture, c'est pas bon. Il faut la aller respecter lentement. Voilà, très bien. Lentement. Bon, propre et juste. Et là, ça va être bien pour nous. Parce que quand c'est bio, ça ne peut pas être tout de suite prêt là. Oui, non, il faut, voilà, il y a tout un rythme à respecter. Mais si ce n'est pas respecter le rythme, comme vous l'avez dit, il n'y a pas la qualité. Donc nous disons que le bon et le propre égale à nourriture durable. D'accord. Voilà. Tant mieux, je sais que le message est bien passé. Parlons du mois du consommant local. Donc nous sommes dans le mois, nous sommes le 23. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois, puisque octobre a été consacré justement au mois du consommant local au Burkina. Et pour vous, durant ce mois-là, qu'est-ce que tout un chacun doit se poser comme question ou poser comme acte, M. Cabri? Ok, merci. Alors, durant ce mois, chacun doit se demander pourquoi ce mois. Pourquoi ils ont initié le mois du consommant local. C'est pour dire que c'est une initiation interpellatrice. Voilà, c'est pour dire que c'est suite à un constat, un problème, et on interpelle tout un chacun à être responsable de son alimentation. Voilà. Donc nous, éducateurs, bon, c'est précisé, je suis professeur certifié des écoles. Ah bon, voilà. Alors, c'est vrai que nous avons les tout petits. Alors donc au niveau de nos établissements, nous faisons l'effort, comment dirais-je, d'interpeller les tout petits, parce que nous savons qu'aujourd'hui il y a des enfants à la maison qui n'aiment pas certaines alimentations. Les parents se plaignent, mais nous savons que ça vient d'eux, ça vient des parents. Et maintenant, beaucoup ont commencé à prendre conscience maintenant, et bon, nous profitons de ce mois-là en tout cas pour donner une éducation alors aux enfants, aux différentes communautés, pour qu'en tout cas on prenne l'alimentation au sérieux. Comme il l'a dit. Ça doit être un mois de réflexion. Ça doit être un mois de réflexion, monsieur. Oui. Actuellement, au niveau du réseau Slow Food, nous encourageons toutes les communautés Slow Food qui sont soit avec des jardins, ou soit avec des restaurants, ou en tout cas soit dans d'autres activités de transformation, de lever le message. Voilà, d'organiser des petites activités et de sensibiliser les communautés. Et ça va porter beaucoup et ça va aider à ce qu'on puisse ensemble défendre. Comme Gabriel a dit, quand si on a institué la journée, c'est qu'il y a un enjeu. Et là, le mois, c'est qu'il y a un enjeu. Maintenant, c'est de comprendre cet enjeu-là. Je crois que le thème cette année, c'est consommer local, un levier pour le développement industriel et la compétitivité et la résilience économique. Et donc, je crois que tout ça, ça concourt à la souveraineté. Ça concourt à ce que nous puissions aussi être résilients parce que de plus en plus le monde fait face à des crises et si nous dormons sur la nappe d'autrui, nous sommes à terre. Bien sûr. On sait que Slow Food aussi accorde une place importante à la gestion de l'eau. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Oui, aujourd'hui, bon, après je laisserai Cabri parler effectivement au niveau des jardins, mais je vais aborder un peu aussi la vision. Vous savez, aujourd'hui, la question de l'eau aussi quand même est centrale. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau, mais parfois, il faut se dire que sa gestion est aussi importante. Et donc, dans l'approche du Slow Food, que la production, nous encourageons surtout les techniques qui permettent d'économiser l'eau et de ne pas gaspiller l'eau. Tant qu'on peut réutiliser de l'eau qui est versée gratuitement, c'est encore mieux. Par exemple, dans nos jardins, les pompes où on passe chercher l'eau, on conseille par exemple de récupérer les eaux qui parfois perdent avec nos mains qui pilent et qui pompent là, ou bien qui partent puiser de l'eau. Comme ça nous permet d'économiser. Et même pour arroser, on a par exemple les techniques comme les gouttes à gouttes, comme les techniques de petits bidons. Ça permet d'économiser l'eau et de pouvoir aussi permettre que l'eau puisse servir à tout. Donc la gestion de l'eau, comme c'est suffisamment important et nous en prenons compte aussi. Monsieur Cabri, vous parlez de gestion durable de l'eau et vos jardins utilisent de l'eau. Vous travaillez beaucoup avec l'eau, forcément. Justement. Donc c'est pour appuyer sur ce que mon coordonnateur vient de dire. Alors, c'est-à-dire nous utilisons des techniques de conservation de l'humidité pour éviter justement le gaspillage. Voilà, c'est-à-dire nous utilisons par exemple les techniques de paillage. Ah oui, ça c'est des techniques que nous on ne connaît pas forcément. Voilà, c'est les techniques de paillage, c'est-à-dire les herbes qu'on enlève au niveau du jardin, nous remettons ça au niveau des planches. Ça permet, ça permet de conserver l'humidité là, voilà, un temps soit peu. Et nous utilisons également des planches creuses, non pas surélevées. Là, quand vous mettez l'eau ne coule pas, mais l'eau reste avec les plants un temps donné. Voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment une gymnastique pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif.
Okay. Wow. Et puis vous savez, généralement aussi dans nos écoles, il y a parfois des écoles qui sont sans forage, ou bien qui sont en panne. Donc tout ça, il faut utiliser des techniques pour aider les gens à pouvoir avoir le peu d'eau et les économiser dans leur production. On a parlé du droit à l'alimentation. Et pour vous, quand on parle de droit à l'alimentation, c'est à la bonne alimentation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a une politique nationale qui tend vers le droit à l'alimentation? Ça, c'est une très bonne question, madame. Alors, parce qu'au niveau du Burkina, nous disons que nous avons un contexte politique vraiment favorable. Parce que, pour me le dire, pour nous, quand on dit bon pour nous, c'est pas le bon comme les gens le comprennent, c'est pas le sucré. Pour nous, quand nous disons bon, c'est un concept qui comporte le fait que l'individu ou la communauté se retrouve dans le goût de la nourriture qu'il consomme. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que c'est lié à sa culture, c'est lié à son milieu, c'est lié à son histoire. Et ça, c'est très important. Donc, nous pouvons dire qu'au Burkina, comme l'a dit, dans le contexte où on parle de questions de consommer local, consommer des produits locaux, c'est très bien. Et ça, on peut dire qu'on a de l'espoir et qu'on avance sur une bonne voie. Maintenant, il faut que des politiques, jusqu'aux manières de transformer la nourriture, tout cela soit respecté. Parce que nous savons aujourd'hui que nous avons l'offensive présidentielle pour la production. C'est très bien, mais nous souhaitons beaucoup plus qu'on prenne en compte l'agroécologie. Parce que la bonne alimentation doit commencer à partir de la production. Donc voilà pourquoi nous avons commencé à lancer les semences locales avec les banques. Il faut qu'on se base sur les semences locales, qu'on pratique l'agroécologie qui permet de cultiver sans mettre des produits chimiques et qu'on sort. Sinon, on peut avoir des tonnes qu'on va remplir nos greniers, mais si c'est contaminé, on sera malade. Donc la bonne alimentation voudrait que dans tout le processus, toute la chaîne de consommation, de production de la nourriture, de réalisation de la nourriture, qu'il y ait des respects, comme nous l'avons dit, slow food. Voilà, donc ce que nous pouvons vraiment avoir comme message pour nos autorités, c'est de prendre en compte les semences locales, l'agroécologie, et ça va aider beaucoup à avoir de la bonne production et de la production de qualité pour nos communautés. Et nous interpellons aussi ceux qui sont dans la transformation, dans la cuisine, de ne pas utiliser des techniques, malheureusement, qui dénaturent la nourriture. Si vous partez payer du mil ou du sorgho dans un champ agroécologique et que vous revenez, votre cuisine ou votre transformation, vous mettez des produits carbures et consorts, finalement vous dénaturez la nourriture. Elle n'est plus bonne. Donc, slow food dit que tout le processus, il faut être lent. Il faut être lent. Il faut être slow. Donc, il faut être slow. Voilà. Donc, autant des politiques qu'autant de ceux qui sont acteurs sur le terrain, respectons le slow et notre vie sera meilleure. D'accord. Et c'est sûr que Slow Food, à travers les actions, œuvre pour le droit du consommateur et le droit, bien sûr, à l'alimentation, vu que vous avez aujourd'hui des jardins. Oui. Et vous êtes dans toute la chaîne, parce que vous travaillez aussi avec des restaurants, il faut le rappeler. En tout cas, nous sommes dans toute la chaîne, comme vous l'avez dit, parce que, nous disons, comme il a dit, la nourriture, elle est vraiment particulière pour nous, elle est centrale pour nous. Donc voilà pourquoi nous pensons que toute la chaîne, ça doit être respecté. Alors, donc, nous pouvons dire nourriture bonne, propre et juste, mais un consommateur nous demandera c'est où je peux aller trouver ça, c'est ça. Voilà pourquoi Slow Food a ce qu'on appelle l'Alliance des cuisiniers Slow Food. Et au niveau du Burkina, nous avons une alliance nationale des cuisiniers Slow Food du Burkina, avec actuellement 12 cuisinières, en tout cas qui ont des restaurants répartis dans le pays, avec lesquels nous essayons d'avoir des formations, d'avoir des échanges. Je crois que si vous vous rappelez, l'année passée, nous étions là avec la responsable de l'Alliance, Mme Tanagada Franceline. Donc nous essayons de voir comment on peut faire pour pouvoir sensibiliser et que dans ces restaurants aussi, au-delà de vendre les mets, que ces restaurants puissent communiquer avec les consommateurs pour qu'ils comprennent. Et nous avons aussi les marchés de la terre. Nous avons lancé un marché de la terre à Yako. Vous avez posé une question effectivement très importante avec Gabriel qui n'a pas pu répondre. Parce que nous produisons bon, propre et juste. Nous, on évite de dire bio. Bon, propre et juste. Mais quand vous apprenez ces produits dans le marché mélangés aux autres produits, bon, on a tendance à vouloir payer le même prix. Alors que non, celui qui a fait le bon, propre et juste, c'est quelqu'un qui s'est soucié de notre santé. Et nous, le juste veut dire que nous devons reconnaître à sa juste valeur celui qui fait ça. Donc il faut que nous trouvions un espace pour ces personnes-là
qui font le bon propre usage pour que leur production, leurs efforts soient reconnus et qu'on les accompagne dans cette lancée. Voilà pourquoi nous avons mis en place donc les marchés de la terre. Les marchés de la terre. Voilà. À Yako, il y a un nous avons lancé un marché de la terre ok, chaque dernier samedi du mois. Et nous D'accord. sommes en train de nous apprêter aussi. On l'avait lancé en dépassant, on remercie la commune de Yako qui était avec nous pour le lancer. Nous sommes en train de faire des démarches avec la commune de Samba pour le faire. Et notre objectif, c'est que dans toutes les communes, nous puissions avoir des marchés de la terre. C'est tout un concept. Et bon, nous avons des formations, des échanges avec les autorités, les communautés, les producteurs, les consommateurs pour s'approprier ces marchés-là et pouvoir permettre que nous puissions aller dans une alimentation bonne, propre et juste. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Merci. On a épuisé notre temps. On va Ok. néanmoins vous donner des mots de fin. On commence par le monsieur de Yako, Ok, d'accord. monsieur Cabri. Ok, d'accord. Donc, Quel est votre mot de fin aujourd'hui, que ce soit à l'endroit donc des consommateurs concernant la journée mondiale de l'alimentation, le mois du consommation local et puis les œuvres aussi de Slow Food Burkina. D'accord, merci madame. Alors donc, moi, mon mot de fin, c'est d'inviter les producteurs à produire biologique, local, aux consommateurs de s'intéresser aux aliments de chez nous, aux transformateurs et transformatrices aussi, de se soucier de la santé des consommateurs dans leur production. Voilà. Et Faites bon, attention. Voilà, de faire très attention à ce qui vient d'ailleurs. Voilà, de faire très attention à ce qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est pas trop chose. Et c'est quand on est à Madrid, il y a une blanche qui a dit à une des transformatrices là, parce qu'elle a vu une photo où elle donnait un produit aux enfants. C'est là elle lui a dit de non, il ne faut plus donner ça aux enfants, parce que c'est pas bon. Le temps que ça quitte l'Europe par le bateau pour arriver au Burkina, c'est déjà gâté. Ça cause des produits de conservation là que les gens pensent que, mais en réalité ce n'est plus bon. Voilà, qui de ne plus donner ça. Donc il faut préférer manger. Voilà, donc, mais si c'est les tout de produits suite et de chez nous, maintenant. voilà. Des Voilà, produits, C'est ça. Ok, votre mot de fin, monsieur. Merci madame. En tout cas, on est spécial remercier Savane pour nous recevoir toujours. En tout cas, merci pour ce temps que nous avons pu avoir avec vous. Et bon, nous allons quand même remercier aussi notre réseau international pour la vision et l'accompagnement. Nous avons aussi bénéficié de l'accompagnement, en tout cas, de notre partenaire Alliance International Biodiversity, qui est vraiment ici à Thé, qui nous a accompagnés pour que nous puissions lancer notre projet pilote de banque de semences communautaires et de biodiversité. C'est très important et nous sommes très, très fiers. Et nous voulons aussi remercier vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont pris le temps pour nous écouter. Et nous espérons que chacun de nous va être porte-message. C'est vrai, on peut recevoir pour soi-même, mais nous souhaitons que chacun à son niveau devienne Slow Food pour parler autour de lui, pour partager le message. Et nos braves producteurs et nos braves transformateurs, restaurateurs, nous invitons chacun à rentrer dans le slow, à rentrer dans la recherche de la bonne nourriture. Et comme ça, nous allons faire du bien pour toute notre communauté. Et je pense que ça va être important. À l'endroit de nos autorités, nous allons les interpeller pour leur dire merci vraiment pour la dynamique dans le cadre donc, du consommation local, de la valorisation de nos produits. Mais nous demandons vraiment de prendre en compte les pratiques qui permettent d'avoir de la bonne alimentation. Parce que tant que nous n'allons pas aller dans l'agroécologie, dans la considération de nos semences locales authentiques, pour valoriser nos sols, les produits chimiques ne font que détruire nos sols. Et nous allons manger aujourd'hui, mais demain nos enfants vont pleurer. Et essayons d'éviter ça pour que dans nos approches-là, nous puissions manger aujourd'hui et préserver aussi pour le manger des autres demain. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci madame. beaucoup. Merci. Merci bien à vous d'être passé. Je rappelle que nous Merci. recevions comme invité M. Jean-Marie Koualga. Il est le coordonnateur national du réseau Slow Food de Burkina. Nous étions également avec M. Moumouni Cabri, porte-parole communal des jardins Slow Food de Yako. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Marquons une petite pause et on revient. Retour sur ce plateau et cette fois-ci on parle de formation. Formation à venir sur la crypto-monnaie avec notre conférencier, écrivain, auteur de 7 livres. Il s'agit de M. Amidou Zanga qui est sur le plateau avec nous. Bonjour M. Zanga. Bonjour Madame Kima. Bienvenue. Oui, je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Ah oui, bonjour aux téléspectateurs également de Savane TV. C'est un réel plaisir. Hein. Merci beaucoup d'être sur le plateau avec nous. Et aujourd'hui, ensemble, on parle notamment de la formation à venir.
Et quand on parle de formation, c'est sur la crypto-monnaie. Alors, on a l'impression que c'est chaque mois que vous organisez une formation. Oui, effectivement. Oui, je voudrais d'abord vous dire merci pour cette belle occasion. Effectivement, disons que c'est chaque mois que nous organisons des formations pratiques 100% sur la crypto-monnaie, la blockchain, afin de permettre à la population d'avoir les compétences nécessaires dont elles ont besoin pour mieux se positionner sur ce nouveau secteur vraiment plein d'avenir. Et comme vous le savez très bien, depuis janvier, on ne fait que sortir sur la place publique pour parler de cette opportunité qu'il y a à saisir pour l'année 2024-2025, parce que déjà, nous sommes, disons, à moins 2 mois de l'année 2025, et c'est maintenant qu'il faut vraiment se préparer, parce qu'il les bonnes informations, et nous avons partagé les bonnes informations depuis longtemps. Comme je suis venu aujourd'hui avec le livre, vous voyez le livre L'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies, c'est mon 7e livre qui vous permet d'avoir toutes les informations, toutes les connaissances vraiment sur l'industrie de la crypto-monnaie, parce que c'est le résultat de 5 années de recherche approfondie sur la technologie blockchain, le Bitcoin, les crypto-monnaies, le Web3 dans son ensemble. Et comme vous le savez, chaque mois, on organise des sessions pratiques de formation pour permettre à tout le monde d'avoir vraiment les compétences dont ils ont besoin pour mieux progresser dans ce nouveau secteur. Vous avez présenté votre livre. Est-ce que lire ce livre équivaut à une formation? Ah oui, ce livre, vraiment, en vérité, c'est la formation théorique qui se trouve dans le livre. Quand vous lisez ce livre et que vous suivez une formation pratique avec nous, c'est comme si, en fait, vous regardez un film en rediffusion. C'est exactement ce qu'il y a ici. Parce que ce qu'on a mis dans le livre-là, on essaie de donner ça maintenant en pratique pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'on ne peut pas écrire un livre et le lire et vraiment ne pas être capable de mettre ça en pratique. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas un récit. Ça, c'est un livre scientifique. Et ça représente vraiment une démarche approfondie, une démarche méthodique qui vous permet d'avoir les compétences à travers les informations que le livre vous partage. Parce que ce livre contient des informations de jusque 2140. Je dis bien des informations de 2140. Comment sera le monde économique? Comment sera l'argent que nous utilisons aujourd'hui en 2140? Ce livre vous permet d'avoir toutes ces informations et nous travaillons aujourd'hui pour faire comprendre aux gens que il est temps de passer à l'action. Nous aujourd'hui, ce qui fait notre joie, notre fierté, notre motivation, c'est qu'on n'a pas attendu de se construire de grosses maisons. On n'a pas attendu de s'acheter des grosses voitures avant de sortir publiquement pour parler de la crypto-monnaie, parler de Bitcoin. Il y a des gens qui sont dans ces conditions-là, mais qui n'osent même pas sortir à la télé pour parler. Et nous, avec la vision qu'on a, ce qu'on est en train de poursuivre ensemble, on sort et on dit aux gens, venez pour qu'ensemble, maintenant, on se prépare pour aller là où le monde de demain s'en va. Et c'est maintenant que tout se passe. Le livre, il est à combien sur le marché? Ce livre coûte 15 000 francs CFA sur le marché. Et je peux dire que c'est le seul livre écrit par un Africain noir sur la blockchain, un Africain francophone, parce que ça n'existait même pas d'abord. Et quand vous voyez les autres livres qui parlent de la crypto-monnaie, qui parlent de Bitcoin, les autres cryptos, ce sont des livres, ce sont des personnes que j'ai personnellement accompagnées. J'ai accompagné pas mal de personnes à écrire le livre sur la crypto-monnaie. Je ne vais pas citer de nom ici, elles se reconnaîtront. Et c'est pour vous faire comprendre que nous, on a pris d'abord l'engagement de faire un travail scientifique, méthodique, qui a consisté tout simplement d'abord à faire des investigations, des enquêtes, des recherches pendant 5 bonnes années. Ce que la majorité des Africains, l'homme noir même, refuse de faire. Parce que généralement le noir, quand on lui présente quelque chose, soit il va bondir dessus, chercher les bonnes informations, et après il y a des conséquences. Comme aujourd'hui, on peut citer 5M, on peut citer les sites d'investissement, et je profite d'ailleurs même pour attirer l'attention de ceux qui nous suivent actuellement. J'aurais appris qu'il y a un nouveau site d'investissement semblable à 5M qui est sur le marché burkinabé. Faites attention. Ne mettez pas votre argent dans les sites d'investissement. Ne mettez pas votre argent dans les Ponzi. Parce que après, vous allez revenir ici pour pleurer. Tous ceux qui vous inviteront à rentrer dans les Ponzi, là, dites non. Faites-vous former. La crypto-monnaie, ce n'est pas un site d'investissement. La crypto-monnaie, ce n'est pas Ponzi. Ce n'est pas un site où on te dit, quand tu investis aujourd'hui, demain, tu vas avoir 10%, tu vas avoir 20% de ton retour de capital. C'est faux. Il y a des gens qui ont été escroqués, arnaqués comme ça par des systèmes d'investissement et qui ont eu le courage, il y a une tante même sûrement qui est en train de suivre cette émission actuellement, et qui ont eu le courage de venir à la formation passée pour assister et comprendre c'est quoi la crypto. Et elles sont passées à l'action. Donc c'est pour vous dire également qu'il
yam haba manu gungusu tenere wa iti ti business mbeka yam handing ko bisi be pam le tuhuri pas sir koui je les rien donc parlons de la formation à venir maintenant pour ce mois, c'est ce week-end en fait. Ah oui, c'est le week-end prochain disons parce que la formation c'est sur 3 jours cette formation là parce que c'est du 1er 2 3 novembre 2024 à partir de 9h à la résidence Napambego à Gungain. Alors la formation c'est sur 3 jours parce que quand vous regardez le 1er novembre c'est un vendredi et le vendredi c'est une journée fériée, donc on profite de cette opportunité en même temps pour permettre aux gens d'avoir vraiment l'opportunité de suivre la formation sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, c'est un jour férié, il n'y a pas de travail, il n'y a pas histoire d'aller au boulot, il n'y a pas histoire d'aller au service. Donc samedi, c'est week-end également, dimanche. Donc 3 jours, on fait la formation au lieu de 2 jours généralement. Tout ça également, c'est notre amour pour l'humanité qui nous anime à faire ça. Et quand vous voyez la participation, les conditions sont vraiment flexibles, c'est très simple. Ça fait 36 000 francs CFA pour les 3 jours de formation avec une pause café à côté. Donc tout ça, c'est pour faire comprendre aux gens que on est là, pas seulement de vous dire de venir et payer la formation, non. Mais il y a eu quelque chose qui est derrière, c'est la vision qu'on se partage ensemble. Et les anciens qui ont déjà participé à la formation, il y a des gens qui sont depuis Bobo Dioulasso qui nous suivent actuellement, je vous salue. Il y a des gens depuis Ouaïgouya, je vous salue également, Zignaré et bien d'autres, Kaya. Les anciens, eux, ils payent 25 000 francs CFA. Les nouveaux, ça fait 36 000 francs CFA. Au lieu 199 000 francs, donc disons 200 000 francs CFA. C'est une formation qui a une valeur de plus de 200 000. Mais avec ce qui est en train de se préparer sur le marché actuellement, nous voulons permettre à la majorité de la population d'avoir les bonnes informations et les compétences qu'il faut pour se positionner. Parce que le marché de la crypto-monnaie, actuellement nous sommes au mois d'octobre. Et à partir de décembre, vous allez voir ce qui va se passer sur le marché. Novembre même d'ailleurs parce que le 4 novembre, ce sont les élections américaines. Et à partir du 5 novembre, nous allons avoir la nouvelle vision du nouveau président donc, des États-Unis en lien avec l'économie mondiale et également de la crypto-monnaie. Et vous allez voir ce qui va se passer sur le marché de la crypto. Ce sont des informations stratégiques. Parce que, je le dis, quand vous allez venir à la formation, on va vous montrer à quel moment précisément le marché de la crypto-monnaie va taper son pic. Parce que quand on parle du bull run, le bull run, c'est la phase haussière sur le marché de la crypto-monnaie. Tu peux être dans la crypto-monnaie et échouer plus tard, échouer demain, si tu n'as pas les bonnes informations. C'est pourquoi on dit aux gens, une chose est d'avoir l'information, c'est vrai. L'autre est d'avoir les compétences, c'est vrai. Mais la dernière aussi est de rester toujours informé. Et nous avons les dates clés, nous avons des plans stratégiques qu'on partage, nous avons des formations stratégiques qu'on diffuse tout le temps à tous ceux qui suivent nos formations. Parce qu'après formation, on ne te laisse pas vadrouiller dans la nature comme un animal. On crée un groupe WhatsApp privé dans lequel chaque fois on balance des informations. Chaque fois on balance des informations. Parce que dans l'industrie de la crypto-monnaie, une information a une durée de vie de 24 heures. D'accord, donc ça veut dire que vous allez donner ces informations-là et sur la phase pratique aussi au niveau de la formation, vous allez accompagner notamment ces participants aussi à avoir la bonne information et à pouvoir investir et à créer notamment leur portefeuille. Le portefeuille sécurisé, savoir créer le portefeuille sécurisé, savoir faire les analyses fondamentales, savoir soi-même acheter, prendre des positions, faire des opérations sur le marché, être le totalement pratique, indépendant. Parce que ce qui fatigue beaucoup de personnes, c'est que très souvent, tu peux avoir un ami qui va te dire, bon, donne-moi de la crypto-monnaie pour toi. C'est faux, hein. Même si tu as un grand frère qui te dit, donne-moi l'argent et paye crypto-monnaie pour toi, il faut refuser parce que de la crypto-monnaie, ce n'est pas quelqu'un qui investit à ta place. C'est toi-même qui le fais. À partir de ton téléphone. À partir de ton téléphone, de ton ordinateur. La formation passée à des gens qui ont mis énormément d'argent, qui ont investi énormément d'argent. Et ça nous motive. Et chaque édition qu'on organise, tous les participants passent à l'action. Et chacun investit énormément. Donc imaginez ces personnes qui sont passées à l'action là. Et que nous, depuis janvier, on parle vraiment de la phase haussière qui arrive dans les prochains mois. Actuellement, je peux vous dire que dans moins de 10 mois, j'ai dit bien dans moins de 10 mois, les gens seront surpris de voir le nouveau train de vie de certaines personnes ici à Ouagadougou. Parce que les gens ont la bonne information. Moi, je dis que si tu es assis, tu penses que tu es au chômage, rien ne va dans ta vie, parce que
tu as l'impression que les gens sont en avance par rapport à toi, tes promotionnaires ont ceci, ont cela. Mon cher, tu n'es pas en retard, tu manques de bonnes informations. Tes amis ont des informations que toi, tu n'en as pas. Et c'est ça, en fait, ton péché. Si tu ne veux pas être victime de ton ignorance et de ta propre négligence, il faut passer à l'action maintenant. Une formation en crypto-monnaie minimum, c'est 150 000 francs. Mais nous, on a décidé de faire ça à des prix promotionnels, à des prix forfaitaires. Sinon, ça là, ce n'est pas le prix officiel. Rappelez-nous la date ou les dates en fait de la formation, les conditions, et on termine par le numéro pour l'inscription. Oui, la formation c'est sur 3 jours. C'est du 1er, 2 et 3 novembre 2024 à Ouagadougou, à la résidence Napambego située à Gonguin, à 200 mètres de l'église Saint-Pierre. Les conditions de participation, ça fait 36 000 francs CFA pour ceux qui n'ont pas encore participé à la formation. Donc, vous qui nous suivez, vous saisissez cette opportunité-là à 36 000 francs CFA au lieu de 200 000 francs. Ça, c'est la valeur normale de la formation. Mais au regard de certaines contraintes et aussi des appels de supplication de certaines personnes, surtout des tontons, des tantis, on décide toujours de faire à des prix forfaitaires actuellement, pour permettre à tout le monde de rentrer dans le bateau pour profiter vraiment de l'opportunité de la phase haussière qui arrive là. Et les anciens participants à la formation, eux, ils payent 25 000 francs. Vous voyez, c'est l'opportunité qu'il y a avec nous. C'est l'avantage en fait. Quand tu es avec nous, par exemple, vous qui suivez cette émission, quand vous allez suivre cette formation-là, l'édition prochaine, peut-être que vous allez payer 10 000 francs, pendant que d'autres payeront 50 000. C'est ça en fait avec nous. Parce que c'est pas seulement te former et puis te laisser. Non. On a une vision à suivre ensemble. Alors, le contact, je vous donne aujourd'hui 2 contacts. Appelez rapidement le 54 28 80 84 20, pardon, le 54 28 84 20, 54 28 84 20, le 51 53 75 05. Appelez un de ces numéros et dites que c'est pour la formation. Et rapidement, on va vous enregistrer. Parce que le nombre de places est extrêmement limité. On prévoit beaucoup de personnes. Donc, vous allez voir les images même de la formation passée, où vous voyez vraiment la salle, elle est bien équipée, elle est bien vraiment structurée pour permettre à tout le monde d'être vraiment à l'aise. Merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous le 1er novembre, 2 novembre, 3 novembre 2024 à Ouagadougou pour la grande formation. Merci beaucoup à vous également. Vous Merci fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On se retrouve Inch'Allah demain pour d'autres aventures de l'émission. Allez,